représentant qui s'est exprimé au nom du mouvement des non-alignés. Encore une fois, vous dire ici que l'Organisation des Nations Unies est la seule organisation universelle qui regroupe l'ensemble des pays. Donc, la problématique de sa représentativité, de son universalisme ne se pose pas. Il nous faut simplement renforcer son efficacité. Et le multilatéralisme, en réalité, n'est pas en cause. Ce qui est en cause, c'est nos divisions. C'est également le fait que nous ne soyons pas en mesure de défendre et de dépasser les contradictions qui font que de plus en plus, malheureusement, on constate effectivement une sorte d'inefficacité. Mais ça, le secrétaire général, lui, il n'agit pas au nom des États, mais il doit être un facilitateur. Il doit être, comme je l'ai dit, quelqu'un qui construit les ponts entre les différentes positions, qui les rapproche. Et ça, je compte m'y impliquer pleinement afin que cette discussion, ce dialogue permanent au sein du Conseil de sécurité, au niveau de l'Assemblée générale, avec vous, au quotidien, que nous puissions nous accorder sur la nécessité de maintenir ce multilatéralisme, sans lequel, bien sûr, on rentre dans ce qu'on peut appeler la jungle, où c'est la loi du plus fort. On voit bien que ça ne peut pas nous mener trop loin. Donc, on va travailler ensemble dans la confiance pour que le multilatéralisme, qui est l'accord collectif au-delà de deux pays où les gens s'engagent et engagent leurs responsabilités à travers les conventions qu'ils décident de signer ensemble. En ce qui concerne maintenant les mesures de coercion ou mesures coercitives sur l'agenda du développement, si j'ai bien compris votre question, 2030 approche. Il est clair qu'il y a encore de la faim dans le monde. Nous avons encore énormément de populations qui n'ont pas accès aux services vitaux de base, à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement. Nous avons encore des efforts à faire. Et ce que je disais tantôt, pour cela, le pacte pour l'avenir qui a été adopté en septembre 2024, ici, aux Nations Unies, a indiqué une feuille de route ambitieuse pour adapter, j'allais dire, le multilatéralisme aux défis du XXIe siècle. Et c'est là où nous allons ensemble regarder quel agenda post-2030 sur les 15 prochaines années ou les 20 prochaines années, comment nous allons financer le développement. C'est toute la problématique, je l'ai dit tantôt, de l'architecture financière internationale. C'est toute la problématique pour impliquer le secteur privé et pour lever les contraintes liées à la perception du risque envers les pays en développement, particulièrement les pays africains et les pays également de l'Asie-Pacifique ainsi que de l'Amérique latine. Et ensemble, nous pourrons travailler, pays membres, institutions de Bretton Woods, secteur privé, agences de notation qui sont des acteurs clés sur comment mitiger la perception du risque pour que l'accès au crédit soit plus facile pour les États. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Je donne la parole aux Philippines au nom d'un groupe sur les pays à revenus intermédiaires, ensuite une organisation de la société civile, puis le Mali. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bienvenue, Monsieur Sall. Je m'exprime au nom d'un groupe de pays à revenus intermédiaires qui pensent la même chose et j'ai deux questions très précises pour vous, Monsieur. Tout d'abord, que peut faire l'ONU pour soutenir mieux les pays à revenus intermédiaires? Et à cet égard, nous avons appelé à ce qu'un point focal soit désigné au secrétariat pour améliorer les choses. Ensuite, selon vous, y a-t-il des possibilités dans le cadre de la réforme de l'ONU, surtout dans le cadre d'ONU 80, pour recalibrer, peut-être renforcer les partenariats pour les pays à revenus intermédiaires et avec les pays à revenus intermédiaires dans tout le système de l'ONU? Merci. Je remercie le représentant des Philippines au nom
du groupe des pays à revenus intermédiaires, monsieur. Merci beaucoup, monsieur le représentant des Philippines. Votre question est importante parce que souvent on a tendance à oublier les pays à revenus intermédiaires. Ils sont entre les grands et ce qu'on peut qualifier les petits, ou en tout cas ceux qui ont beaucoup de problèmes. Donc souvent dans la prise en charge de la finance du développement, ils ne sont pas toujours pris en compte. Sinon, on dit qu'ils peuvent accéder à des guichets privés. Mais je crois qu'il y a du sens à s'occuper également de ces pays. D'autant plus que souvent, vous avez des pays qui ont peut-être des populations pas très importantes, mais qui ont des revenus pétroliers ou gaziers ou minéraliers qui font qu'on considère rapporter au produit intérieur brut par population, c'est des pays qui sont riches alors qu'ils font face à des défis quand même de développement. L'ONU pourra effectivement, en relation avec les institutions de Bretton Woods et avec le club dont j'ai parlé sur le financement du développement global, qu'on prête plus attention à cette catégorie de pays à revenus intermédiaires. Je sais qu'ils n'ont pas accès à IDA, qui est vraiment un fonds souvent pour les pays en développement, et aujourd'hui, les financements privés aussi sont parfois très chers. Il faut mitiger ce risque pour ces pays, tout comme pour les pays en développement. Et toute cette problématique de l'architecture financière internationale, donner la possibilité à chaque pays d'avoir une opportunité de développement à travers les chaînes de valeur, à travers la création d'emplois. Je crois que c'est ça qui va permettre de vivre un monde meilleur, un monde qui fera moins face à ces vagues de migration, parce que si on transforme les produits dans les pays où les matériaux sont extraits, on donnera de la valeur ajoutée, on donnera des emplois, et je crois que c'est tout le monde qui gagnera. Maintenant, pour la réforme UN 80, je n'ai pas fini de prendre la question, comment renforcer la part peut-être au pays. Là, je n'ai pas bien pris la deuxième question, mais en tout cas pour la réforme, croyez-moi, la première action du secrétaire général que je serai, si j'ai votre confiance, sera avant même début janvier, de travailler avec l'équipe qui a mené cette réforme. Et j'ai déjà vu M. Ryder, qui est un homme exceptionnel que je connais, qui a dirigé ILO, et donc on travaillera étroitement avec toutes les équipes avant même le mois de janvier pour que les États membres soient édifiés, puisque toute réforme qui n'a pas le soutien des États membres ne sera pas durable. Mais nous montrerons les progrès que nous sommes prêts à réaliser immédiatement. Je vous remercie. Je vous remercie et je vais donner la parole à l'organisation de société civile suivante. Puis aux jeunes opérateurs économiques pour la gouvernance. Due to continued technical... Puisque des problèmes techniques se présentent, il n'y aura pas de vidéo lors de cette séance, mais comme ce matin, cette question sera lue au nom de l'organisation par un représentant dans la salle ou une représentante. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Au nom de l'organisation, Aux jeunes opérateurs économiques pour la gouvernance, I'll read the following. je vais donner lecture de la question. Quelles garanties offrez-vous pour garantir que des réformes nécessaires soient apportées à la gouvernance de l'architecture financière mondiale, où les injustices et les déséquilibres sont nombreux vis-à-vis des pays africains? Mon autre question, s'agissant de la dette, quelles garanties fournissez-vous pour que l'annulation de dettes illégitimes soit effective, surtout pour les pays en développement et africains? Merci. Je vous remercie. Monsieur Sall. Merci beaucoup, Madame. Au nom de la société civile, sur les opérateurs que vous représentez, vous savez, le secrétaire général ne décide pas, encore une fois, à la place des États. Il a un rôle de facilitateur, il doit veiller sur l'agenda, il doit organiser le débat avec tout le secrétariat et
il doit faire en sorte que les problématiques qui sont posées par l'Assemblée générale, les mandats qui sont donnés soient mis en œuvre. Et parlant des mandats, vous savez comme moi que depuis la création, nous avons enregistré plus de 40 000 mandats que l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont donné à l'organisation comme mission. 40 000 mandats. C'est presque 4 000 mandats, disons, si on le répartit par an, nous avons un nombre de mandats phénoménal.